I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We, as children, spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Merci Madame la Ministre, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais j'ai du mal à vous suivre. Là, vous venez de nous parler des doctrines à l'étranger, mais ça ne concerne pas, parce que la doctrine française, c'était d'avoir 1 milliard de masques, et on ne les avait pas. Et vous nous dites, toutes les réunions avec votre cabinet ont eu lieu avec les agences, etc., mais jusqu'en janvier 2020, vous n'avez pas connaissance de l'absence de ce stock, qui pourtant est dans la doctrine française. Pas au Canada, en Angleterre ou ailleurs, dans la doctrine française. Vous nous dites, on a beaucoup anticipé, on comprend mal alors pourquoi on a manqué de respirateurs, de masques, de surblouses, de sédatifs, et pourquoi on a proportionnellement, de pays comparables, 4 fois plus de morts en France qu'en Allemagne. Alors vous me dites, il y a 4 fois plus de morts en Allemagne. Non, en France qu'en Allemagne, pardon. Bon. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer la différence. Ça n'est pas forcément une impréparation d'un système de santé. Ça peut être la façon dont l'épidémie démarre, tout bêtement. Il peut y avoir aussi la génétique des populations qui fait qu'une population est plus ou moins susceptible à un virus qu'une autre. Mais de tout mettre sur la différence entre les pays, sur la non-préparation d'un système de santé, me paraît être un raccourci, puisque, je le dis, j'ai anticipé le jour même. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé. Et je ne laisserai pas dire que les services n'ont pas anticipé. Excusez-moi, parce que c'est un point très important. Il y a eu, vous nous dites qu'il y a des réunions chaque mois, chaque semaine avec les directeurs, et sur un sujet aussi essentiel, jamais au cours d'une de ces réunions est évoqué le fait qu'on n'a plus de stock stratégique de tous les produits, et vous le découvrez en janvier 2020. C'est ce que vous nous dites. À ma connaissance. Voilà, et dernier exemple, au CHG de Sarreguemines, nous avons un collègue qui était représentant syndical, qui était manipulateur d'électroradiologie. Donc, il a été en contact avec des personnes infectées. Il n'avait pas de moyens de protection. Il y a un CHSCT qui s'est tenu au centre hospitalier. Pendant le CHSCT, il a dit qu'il avait été mis en contact, qu'il n'avait pas eu de moyens de protection, que c'était inadmissible. Quelques jours après, il a été diagnostiqué porteur du virus. Il a été hospitalisé pendant 3 mois en réanimation, et au moment où je vous parle, il est décédé. Et on a retrouvé la même administration que celle de 2009, qui a
méprisé la médecine libérale, qui nous a oubliés pour les masques, qui a détourné vers le centre 15, comme on l'a dit, alors qu'on aurait très bien pu le faire, alors qui a détourné les patients des cabinets, comme l'a dit le Premier ministre, en disant aux gens, allez faire renouveler vos ordonnances chez les pharmaciens. Moi, j'ai dû rappeler des patients, dont une, dont je me souviens très bien, qui était leucémique, sous anticoagulant. J'ai dit, mais attendez, vous n'allez pas rester 6 mois sans me voir. Si je peux compléter, surtout ne laissez surtout pas l'État organiser nos cabinets. Donnez-nous les moyens de nous organiser. Mais ne dites pas à l'État de faire les choses à notre place, parce que là, si vous voulez, on vient d'assister à une catastrophe. Et là, dire que Roselyne Bachelot a été réhabilitée et oser nous allumer comme elle l'a fait devant votre commission, je peux vous dire qu'elle s'est mis pas mal de médecins à dos. Et pour nous, on attend maintenant des excuses. Parce que, oser dire, avec les plus de 5000 médecins contaminés, 51 morts, dont 46 médecins libéraux, je peux vous dire que ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Moi, je l'ai entendu de nombreuses fois. En effet, l'hôpital a été quasi inaccessible pour les personnes âgées. Et ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. La note ministérielle qui recommandait, en effet, de maintenir les personnes à leur domicile ou dans les EHPAD, les personnes malades, en sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas de dépistage, elle date du 31 mars. C'est écrit, c'est écrit dedans. Voilà, on aboutit à la situation que la moitié, au moins la moitié, des personnes qui sont mortes en France sont des personnes, certes, âgées, mais moyennement âgées pour certaines. Et on peut que se poser la question, c'est comme ça qu'on le formule nous. On se pose la question de pourquoi est-ce que on les a maintenus plutôt que de leur donner la possibilité d'accéder à l'hôpital comme n'importe quel patient. Voilà. Moi, je pense que des choix ont été faits, et particulièrement sur les EHPAD dont on parle. Je crois qu'il y a un décret qui est sorti, au-delà de la note ministérielle, il y a un décret du 28 mars, décret 2020-360, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il est appelé décret Rivotril. C'est-à-dire que dans ce contexte précis de la crise Covid, on a jugé que des patients, et essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque effectivement d'une entrée en réanimation qui permettait de dire aux réanimateurs qu'ils auraient du mal à les sortir de réanimation. Mais c'est sur des données statistiques, pas sur des données réelles et pas sur des études des études cliniques. C'est particulièrement vrai, je pensais qu'Astrid en aurait parlé, sur l'hospitalisation à domicile, où on a mis en place à l'assistance publique, dans cet établissement-là d'hospitalisation à domicile, ce qu'ils appellent les GIR, les groupes d'intervention rapide. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire déjà rien que dans le lexical, quoi. On n'est pas tellement dans l'hospitalier là. Il s'agissait donc de venir intervenir pour les équipes hospitalières dans les EHPAD et de mettre en place un protocole préétabli de Rivotril notamment sur les personnes âgées qui présentaient des pressions respiratoires. C'est un protocole de fin de vie. C'est ce qu'ils ont appelé le palliatif Covid. C'est le protocole de palliatif. Le palliatif Covid. Ils se sont retrouvés dans les EHPAD à mettre en place ce protocole-là sans avoir le médecin de l'EHPAD avec eux et sans avoir le médecin de l'HAD avec eux. Et qui, donc, sur les dires d'un médecin d'EHPAD qui avait téléphoné aux collègues de l'HAD, a jugé que ce patient-là était en dépression respiratoire et qu'il fallait lui mettre en œuvre ce protocole palliatif. C'est revenu, la charge est revenue au personnel non médical. Et c'est particulièrement lourd, et on n'est pas formé à ça. C'est quelque chose qui doit être partagé collectivement, et on ne doit pas découvrir les tableaux cliniques devant le fait accompli quand on arrivait dans ces établissements. Et ce qui a été amorcé par le rapporteur tout à l'heure sur la question du tri est une question essentielle. J'ai été destinataire d'une recommandation régionale
de l'ARS Île-de-France, qui dit, le 19 mars, dans un contexte d'exception où les ressources humaines, thérapeutiques et matérielles pourraient être ou devenir immédiatement limitées, il est possible que les praticiens sursollicités soient amenés à faire des choix difficiles et des priorisations dans l'urgence concernant l'accès à la réanimation. Il y avait... le tri, c'est pas... Il y avait des textes, ça s'est adossé à des textes. Donc, encore une fois, ces patients n'ont pas été évacués en réa, ils ont été évacués au cimetière. Ce sont les cercueils qu'on a été évacués. Je l'ai vécu dans les Vosges, dans certains EHPAD, vers la fin du mois de mars, avec plus de 20 morts dans un EHPAD, c'est catastrophique. C'est silence, on meurt, sans voir sa famille, sans cérémonie funéraire. Une autre question par rapport à effectivement ce décret du 28 mars. Nous avons auditionné hier le directeur général de la PHP. La question lui a été posée, y a-t-il eu un tri des patients à l'hôpital? Au service des urgences, il nous a dit qu'il n'y avait pas eu de tri de patients. Au regard de ce que j'ai vécu en tant que soignant, mais surtout en ayant fait le tour de l'hôpital local chez moi, et de vos retours d'expérience, diriez-vous qu'effectivement il n'y a pas eu de tri à l'hôpital au niveau des urgences parce que le tri a été fait en amont? Et qu'en fait, par ce protocole, par ce décret qui a été installé, en fait, il a été décidé que certains patients âgés ne rejoindraient pas l'hôpital. Alors effectivement, au regard de données statistiques par rapport à des risques de comorbidité, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'entend selon vous? Moi, il y a une question qui revient sans cesse, c'est comment on a pu en arriver là? Ce que je sais, c'est qu'une demande a été faite en 2017 de vérifier les stocks, que la réponse nous est parvenue 18 mois plus tard, et que, aux surprises, voilà, les stocks étaient pour beaucoup pas en état de fonctionner. Et je le rappelle, ça n'est pas, malheureusement, que les masques. Je fais partir le 28 janvier une demande aux ARS de me faire remonter les besoins de terrain des établissements et des professionnels libéraux d'ailleurs. Et je me dis, en attendant cette réponse, commandons des masques et faisons un stock d'État, il n'existe pas. Et c'est là où on a été piégé sur les surblouses, quand vous apprenez que la production du tissu qui sert à faire les surblouses, elle est à Wuhan, et que la ville est fermée depuis 15 jours, bah, voilà, c'est ça qu'on doit régler. Parce que sincèrement, si on avait pu acheter en temps réel les commandes, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que je n'ai pas anticipé, mais l'anticipation, elle est bien au-delà. Elle est l'anticipation du commerce mondial, de la production centralisée, du fait qu'on délocalise, du fait que... Et que la malchance, c'est que cette épidémie, elle part de Chine, parce que franchement, elle serait partie de Thaïlande. Le problème n'aurait pas été le même. Voilà, vous l'avez dit, monsieur le député, le problème majeur, c'est en fait le problème de la production. En fait, sur le moment où je demande à M. Yazdan-Pana de me faire des protocoles et des scénarios à Santé publique France, ça n'est pas le 30 janvier, c'est le 25. Je préfère le dire parce que le 30 janvier, c'est la déclaration par l'OMS de l'urgence de santé publique internationale. Et donc les demandes que je fais, elles datent de 5 jours avant. Et donc je demande au professeur Yazdan-Pana, qui est un professeur émérite d'infectiologie et président de la structure Reacting, qui est en charge de lutter contre les épidémies, au niveau de la recherche, de coordonner la recherche sur les épidémies. Je lui demande qu'il me propose des protocoles pour tester tout ce qu'on connaît qui pourrait être utile. C'est-à-dire que je lui demande d'écrire à l'avance si une épidémie arrive, et elle arrivera plus d'un mois après, que tous les protocoles soient prêts pour que les premiers malades puissent être d'emblée inclus dans des essais cliniques. Je n'ai aucune idée des traitements antiviraux, je ne suis pas une spécialiste de l'infectiologie. Donc je ne lui demande pas spécifiquement
de tester un médicament plutôt qu'un autre. En février, vous avez autorisé les tests pour Paris et Lyon. Il n'y a pas Marseille, qui est quand même une des grandes villes françaises, et où se trouve l'IHU. Ça fait le lien avec le fait que Marianne a évoqué le fait que vous n'étiez pas non plus présente le jour où on a inauguré l'IHU en 2018, preuve d'une forme de désaffection à l'égard de cet établissement. Et cela fait le lien également avec d'autres articles de presse qui expliquent que Reacting, qui a été créé en partie par votre mari, président de l'INSERM, via un collectif qui s'appelle Aviesan, a servi de base au comité stratégique et à la stratégie sanitaire de la France. Je parle du collectif Reacting et ensuite au projet Discovery, qui a été très critiqué, notamment donc, par le professeur Raoult et par l'IHU. Donc j'ai deux questions par rapport à ceci. Est-ce que finalement cette structuration du comité scientifique de Discovery autour de Reacting, via, comme je le disais, le fait que c'était votre mari qui était lui-même à la manœuvre, a contourné l'IHU? Et deuxièmement, que répondez-vous au conflit d'intérêts par rapport notamment au laboratoire Gilead, qui donc, puisque cette structuration est accusée d'avoir favorisé un laboratoire pharmaceutique? Voilà. Il n'y a pas de contournement de quoi que ce soit. Mais alors, sincèrement, je ne sais pas de quoi vous parlez. En fait, c'est quoi la question exacte? Posez pas des questions sans micro déjà, et quand c'est votre parole, vous l'avez déjà posée, on vous la repose. Mais bon, bah voilà, vous venez de la voir. Madame ne sait pas. Il vient de vous répondre. Monsieur Aubert, si vous voulez reprendre la parole, vous la demanderez à la fin, parce qu'il y a des gens qui attendent. Hein. Juste, alors peut-être, si j'ai compris la question, donc Monsieur le député Aubert me demande s'il y a des conflits d'intérêts entre Reacting, c'est ça, et Gilead. Reacting n'est pas une structure. C'est un comité qui est activé par les ministres quand il y a un virus émergent et qui met autour de la table toutes les structures de recherche françaises. Bon, je ne comprends pas la remarque. Une information comme tous les Français. J'ai découvert un nom, c'était l'hydroxychloroquine. Lorsque le professeur Raoult en parlait, c'était en février 2020. Et puis lorsque on cherche un peu, on s'aperçoit que votre directeur général de la santé avait, le 13 janvier 2020, inscrit cette substance sur la liste 2 des substances vénéneuses, après avoir recueilli l'avis de l'ANSES et sur proposition de l'Agence nationale de sûreté du médicament. Si vous pouviez nous expliquer quel est le processus, et puis tout ça arrive au moment où, un mois plus tard, ou quelques jours plus tard, un professeur maintenant très connu, en tout cas de tous les Français, prend la parole et parle de ce produit. Première question. Vous m'interrogez sur l'hydroxychloroquine. Alors, l'hydroxychloroquine, comment ça fonctionne? Donc, en fait, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, avec les centres de pharmacovigilance, a en permanence des remontées sur la dangerosité de certains médicaments. Visiblement, l'Agence de sécurité des produits de santé, l'ANSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne leur ai pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accidents. Demande à l'ANSES d'établir un avis sur la dangerosité, alors je l'ai remonté, donc c'est un avis de novembre 2019, où l'ANSES dit qu'il demande au ministère de classer ce médicament dans les substances vénéneuses. C'est l'ANSM? Pardon, l'ANSM. Donc, et le directeur général de la santé entérine par un arrêté. Ça arrive tous les jours. Moi, j'ai interdit la vente libre. C'est la seule décision que j'ai prise d'interdiction de la vente libre de médicaments en tant que ministre. C'est des médicaments avec de la codéine qui étaient en vente libre pour la toux, parce qu'il y avait 2 adolescents qui étaient morts par surdosage. Et j'ai trouvé ces histoires absolument horribles. J'essaie de la retrouver. Tellement de notes. Lorsque nous commandons... Je cherche la décision que nous prenons. Oui, c'est le 7 février. Je crois que c'est le 7 février. Nous prenons la décision.
Excusez-moi. Voilà, c'est là. Je suis désolée. C'est là. Voilà. Mais qui décide en démocratie? Qui décide? Scientifiques ou les politiques? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma conception, ce qui veut donc dire qu'il faut assumer, la responsabilité politique, elle ne se délègue pas et elle ne se partage pas. C'est aux politiques de prendre les décisions. Et quand vous me demandez sur la date du confinement, moi, il y a des questions, je ne sais pas si c'est vous qui les poserez. Est-ce que la date d'entrée en confinement a été liée à la date du premier tour des élections municipales? C'est une question que je me pose. Et j'aimerais avoir cette réponse. On a le sentiment finalement que l'administration a fini par s'autogérer. Au regard de la crise du Covid et de nos auditions, Mme Touraine, Mme Buzyn, s'agissant de leur connaissance du stock stratégique dont vous venez de nous dire qu'en fait c'était à elle de déterminer ce qu'on achetait chaque année, on a l'impression que l'administration a été automotrice, etc. Et à partir du moment où le SGDN reprend la main, la santé ne pilote plus totalement, à une exception près, c'est qu'il y a les Prusses. Et le coup fatal, c'est la disparition de les Prusses. Le fil conducteur de tout ça, vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est une question de vigilance, et je reprends vos termes, l'importance justement de cette veille. Non, disons les choses très clairement, c'est un problème d'argent quasiment du début jusqu'à la fin. Bonjour, voici la 30e revue de la semaine. Une opération qui est sans précédent, qui est le nombre de lobbyistes présents dans le gouvernement, mais pas seulement en qualité de ministre, mais également dans les cabinets gouvernementaux. Ou bien qu'auprès du ministre de la Santé, on va trouver le directeur d'une compagnie d'assurance il y a encore peu de temps. Tout ça, c'est du sans précédent, on n'a jamais vu ça. Monsieur Belin, quand vous invitez des candidats à l'élection présidentielle et que ces derniers se donnent la peine de répondre à cette invitation, ne leur servez pas, s'il vous plaît, cette prose de mauvais lobbyistes. Vous êtes favorable aux OGM? Pourquoi, bon sang? Pourquoi vous, votre majorité, le président de la République, la Commission européenne, pourquoi vous allez ratifier cet accord? Parce que vous n'êtes pas au service des Français ni de l'Europe. Vous êtes au service des lobbies. Ces forces dont je parle ne se sont pas cachées de vouloir ma tête. Mais si le gouvernement avait été solidaire, elle n'y serait pas parvenue. Est-il normal que le patron de l'entreprise Vallourec, directement intéressé par l'exploitation des gaz de schiste, ait pu annoncer ma marginalisation des semaines à l'avance devant des responsables de son entreprise aux États-Unis? Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Maximilien, mon petit frère a appris quelque chose pour toi. Article 1er. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Article 3. Sovereignty resides only with the people. No group or individual may rule without their express consent. Article 4. Liberty. Liberty consists of doing whatever does not bring harm to others. Thus, the natural rights of man depend on the sense of equality
of society. The exercise of these rights is limited by law and limited only by law. Article 5. Laws can only forbid actions which are harmful to the nation and its people. That which is not forbidden by law cannot be denied. No one may be ordered to do